Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Vous êtes probablement les personnes les plus calées pour aborder le sujet dont on voulait parler ce soir, puisqu'on l'a appris le 21 juillet dernier, l'arrestation de Paul Watson au Groenland, arrêté à la demande du Japon. Paul Watson, qui est parfois surnommé le pirate écolo ou le Robin des Bois des mers, est un activiste qui défend les baleines contre les bateaux, notamment japonais, qui les chassent. On se doute que le Japon a des choses à reprocher à Paul Watson, mais on ne s'attendait pas pour autant à cette arrestation. Est-ce qu'elle vous a surpris, cette arrestation de Paul Watson, Cyril? Oui et non. Enfin, on sait que le Japon cherche à l'arrêter ou en tout cas à le mettre hors d'état de nuire depuis longtemps. Parce pour eux, il y a une espèce d'affront qui est à la fois un affront commercial, c'est-à-dire qu'il les empêche d'avoir une activité qui pour eux est très lucrative, et puis il y a une espèce d'affront culturel. C'est-à-dire que pour une petite élite, c'est ce qu'explique bien Lamia Essemlali, qui est la présidente de Sea Shepherd France. C'est que c'est pas tous les Japonais qui mangent des baleines ou qui ont envie qu'on tue les baleines, mais il y a une petite élite économique et culturelle au Japon pour qui il y a à la fois beaucoup d'argent en jeu et pour qui il y a des traditions. Et de quel droit ce type va les en empêcher? Les empêcher de tuer, de chasser des baleines marines. Toi, tu en as vu d'autres, des militants arrêtés. Est-ce que celui-ci t'a surpris particulièrement? Non, pas particulièrement, parce que ça fait des années qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt et qu'il ne pouvait pas voyager librement. Et donc, en fait, il est persona non grata dans beaucoup d'États, malheureusement. Et sa liberté de voyager, de se rendre à des congrès internationaux... C'est-à-dire qu'avant même son arrestation, il y avait déjà plein d'endroits où il pouvait pas aller? Ça, je savais pas. Il pouvait pas beaucoup voyager, en fin de compte. Et il savait qu'il prenait des risques à chaque fois qu'il voyageait. Et donc, du coup, c'est pas tellement étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait aussi longtemps que là, il est retenu en prison, malgré son état de santé, malgré toute la mobilisation internationale qu'il y a autour de ce sujet. C'est ça qui est plutôt étonnant, c'est qu'on voit que cette situation, elle est surtout très politique et très crispée, quoi. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, j'ai parlé de son arrestation, mais il est maintenu en détention provisoire au Groenland jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas encore bougé. La question que tout le monde se pose, c'est va-t-il être extradé vers le Japon ou l'attend un sort qu'on imagine terrible, parce que le Japon, ça rigole pas du tout. Ce que dit Lamia Essemlali, c'est que s'il est extradé au Japon, il n'en reviendra jamais et il est très possible qu'il meure là-bas ou qu'il finisse ses jours en prison, ce qui revient finalement à peu près au même. Ce qui est intéressant en fait avec ce cas de Paul Watson, c'est que ça montre une dimension internationale dans la criminalisation des militants écologistes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la répression des militants écologistes en France. On sait que c'est quelque chose qui augmente énormément en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et là, en fait, on a aussi cette dimension internationale avec Interpol qui est aussi pointée du doigt parce qu'en fait, c'est une notice rouge d'Interpol qui a permis d'arrêter Paul Watson. Le fameux mandat d'arrêt. Voilà, le mandat d'arrêt international. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, Interpol n'a pas les moyens d'enquêter sur les mandats d'arrêt qui sont demandés. Donc là, dans ce cas-là, au Japon, n'ont pas les moyens d'enquêter pour se demander si, en fait, c'est vraiment légitime d'aller arrêter Paul Watson et de le détenir maintenant depuis plus de 100 jours. Et c'est ça, en fait, la question fondamentale. C'est aussi l'impuissance à la fois des institutions, mais on le voit aujourd'hui, des chefs d'État internationaux, des organisations internationales à arrêter cette situation. Et finalement, on a quelque chose qui se répète depuis 4 mois, c'est à chaque fois, il y a le procès où on ne sait pas ce qui va se passer avec Paul Watson, et en fait, à chaque fois, sa peine est prolongée, il est maintenu, heureusement, il n'est toujours pas extradé au Japon, mais la situation s'enlise et rien ne change véritablement. Je précise que Paul Watson a demandé l'asile politique à la France, qui ne peut pas lui être accordé puisqu'il n'est pas physiquement sur le territoire national. Il a donc demandé carrément la nationalité française à Emmanuel Macron, la nationalité française qui pourrait lui être accordée sous forme de protectorat, puisqu'il du coup serait... la France et la diplomatie française se battraient à ses côtés dès lors qu'il obtiendrait cette nationalité. Il y a des chances qu'il devienne français, Paul Watson ? J'en sais rien. Marine. Franchement, j'en sais rien, mais ce qui est phénoménal dans cette affaire, c'est qu'en fait, c'est le Japon qui est hors la loi. Parce que la pêche commerciale des baleines, elle est interdite sur le plan international. Le Japon, c'est de lui-même, finalement, dispensé de ces normes internationales. Et c'est Paul Watson qui est aujourd'hui poursuivi pour justement tenter de faire cesser cette pêche commerciale que la plupart des États dans le monde donc respectent cette interdiction. Et donc, c'est vraiment
un contresens, c'est-à-dire que celui qui essaye de faire appliquer la loi et les normes internationales se voit, lui, visé par cette peine de prison à vie. Ce qui est une espèce de symbole de ce qui se passe de façon générale. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'essayer de faire un exemple. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une tentative d'intimidation. C'est-à-dire qu'en faisant de Paul Watson le cas d'école de si vous commencez à vous interposer entre des grandes entreprises qui essaient de gagner le plus possible d'argent, vous allez finir en prison, et peut-être de façon assez dure. Là, on a vu par exemple au Royaume-Uni les militantes qui avaient aspergé avec de la soupe, le tableau, la vitre qui protégeait le tableau de Van Gogh à la National Gallery, qui ont quand même écopé de l'une 2 ans de prison et l'autre 20 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour avoir jeté de la soupe sur une vitre. On a vu d'autres militants en Angleterre qui ont écopé de 5 et 4 ans de prison ferme pour avoir participé à des réunions Zoom qui projetaient de bloquer une autoroute. Donc là, on est vraiment typiquement dans de l'intimidation extrêmement dure qui se passe là de façon juridique, ça c'est au Royaume-Uni, et de l'intimidation, alors là, plus sur le terrain, on pourrait parler de la France, où dès que des militants ou des militantes commencent à essayer de défendre des méga-bassines ou d'empêcher un projet d'autoroute, ils se font gazer, matraquer, et vraiment violenté. Et ça, c'est la spécificité plutôt française. Si je reviens sur Paul Watson, j'ai aussi vu quand j'ai préparé cette émission dans mon chat, quand même beaucoup de gens dire qu'il n'était pas tout blanc, Paul Watson. Il est accusé, parce que ça fait des décennies qu'il est militant et activiste pour la protection des baleines, et on l'accuse d'avoir un certain nombre de casseroles. Il est jugé autoritaire, misanthrope, mégalo. J'ai même vu des gens qui le traitaient de facho vert, d'éco-fasciste. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que qu'est-ce qu'on en pense? Il est problématique ou pas, Paul Watson? Qu'est-ce qu'on se dit? Je pense qu'aucun de nous ne le connaît intimement, donc déjà c'est difficile à dire ou à discuter avec lui de ça. La raison pour laquelle il y a ces accusations, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises bout à bout. Donc par exemple, il est très proche de Brigitte Bardot, avec laquelle il a mené un certain nombre de combats, et on sait que Brigitte Bardot est d'extrême droite. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Ensuite, il y a des extraits de son livre qui sont sortis, et notamment des déclarations qui datent à peu près d'il y a 10 ans, où il expliquait qu'en fait, il fallait pas que tout le monde puisse avoir la possibilité d'avoir des enfants. Il y a eu des justifications derrière qui expliquaient qu'en fait, il disait ça parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des enfants et qui finalement les traitaient très mal, et que finalement, c'était une façon de défendre le droit des enfants. Mais il explique quand même qu'il faudrait qu'on soit moins d'humains sur Terre, parce que ce qu'il disait, c'est que notamment, on ne peut pas être 8 milliards d'habitants sur Terre qui mangent tous des animaux. Donc en fait, je ne sais pas exactement à l'heure actuelle, je n'ai pas assez enquêté pour statuer. Je pense que ça peut être intéressant de lire aussi une note de Lamia Ismaili qu'elle a fait sur le site de Sea Shepherd, où elle essaie de répondre une à une aux accusations sur justement l'eugénisme, sur le sexisme, etc. Mais c'est sûr qu'il y a en tout cas certaines déclarations qui peuvent être interprétées de façon, à ce qu'elles soient assez problématiques. Enfin, il y a des choses qui quand même posent question. La carrière militante de Paul Watson a été chaotique, il a été viré de Greenpeace, c'est pour ça qu'il a créé Sea Shepherd, et puis semble-t-il, il aurait été écarté de Sea Shepherd en 2022, parce que là aussi, Sea Shepherd avait des trucs à lui reprocher. Ça, je crois que c'était aussi beaucoup sur des choses de stratégie. Sur des questions de stratégie, c'est pas forcément sur du comportement. Ouais. Non, mais c'est important, t'as raison d'être précis, et quand bien même Paul Watson aurait des idées ou des propos qui nous sembleraient pas tout à fait joyeux, ça ne justifie pas qu'il croupisse dans une prison japonaise. C'est un peu que ça ne retire rien à ce que disait Marine tout à l'heure sur le fait ça. qu'il essaye de faire respecter la loi internationale. C'est 2 problèmes complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec Paul Watson, on peut trouver que Paul Watson a un certain nombre de points de vue sur la réalité qui sont discutables. En attendant, il n'a absolument pas à être détenu pour les raisons qui sont invoquées par le Danemark ou le Japon pour le moment. Il y a beaucoup de personnes en prison en France en ce moment. Non, mais t'as raison. Je fais une digression sur un truc que je trouve important. Moi, j'aime pas trop ce que dit Zemmour. On pourrait le détenir. Éviter de détenir Éric Zemmour juste parce qu'on l'aime pas. Par contre, on peut l'envoyer au Japon. Et il a déjà été condamné pour incitation à la haine, donc voilà. Mais oui, je vois absolument ce que vous voulez dire. Je fais juste une parenthèse. On en parle parfois avec mon chat dans certaines émissions sur faut-il un casier vierge pour être élu.
Et tout ce dont on parle, c'est typiquement l'argument pour lequel il ne faut pas un casier vierge pour être élu, parce que ce serait trop facile d'écarter des opposants politiques des élections. Et notamment les militants écolos, t'en parlais tout à l'heure, ces 2 jeunes filles, ça y est, elles ont un casier. Donc ils ne pourraient jamais être élus écologistes en Grande-Bretagne si jamais cette règle existait. Donc, voilà, c'est l'argument que j'utilise souvent. On peut être en désaccord avec ça, on peut souhaiter qu'il y ait un casier vierge pour les candidats à toutes les élections. Moi, je dis juste attention, parce que ça... Dans un monde où la justice fonctionnerait de façon idéale, ce serait mieux qu'il y ait un casier vierge, effectivement. Là, étant donné comme elle fonctionne... Mais même sans fonctionnement de la justice, c'est aussi une question de quand tu es un potentiel candidat écolo ou pas, d'ailleurs, mais que tu portes des idées qui vont vers une progression du droit, de facto, tu te retrouves de l'autre côté de la loi. Parce que tu veux la faire progresser, tu veux la faire avancer. Oui, tu ne la violes pas nécessairement pour la contester. Non, mais tu peux la contester par des moyens qui te placent dans l'illégalité. Et tu peux forcément te retrouver dans des situations où, d'ailleurs, la justice va peut-être même fonctionner très bien, sauf que c'est toi qui es du mauvais côté de la loi. Tu vois, par exemple, une femme noire qui s'assoit dans un bus à l'époque de la ségrégation raciale. C'est illégal. C'est illégal. Et pourtant, voilà, quelques années plus tard, on se dit, oui, elle a quand même bien fait, finalement. Et si on ne se plaçait pas de ce côté-là, en se disant, avec le recul, la loi va changer et donc le côté de ce qui est juste, injuste, illégal ou légal va évoluer. Et donc on ne peut pas justement se placer de cette position-là pour dire qu'est-ce qui au regard, à un instant T, est un candidat valable ou pas, tu vois, à une élection... candidat au présidentiel ou autre chose. Je suis absolument d'accord avec toi. Paloma, toi, dans le cadre de ton travail de journaliste, tu as longtemps évoqué le sujet de la criminalisation du militantisme dans une vidéo long format que tu as réalisée pour les copains de Blast. On en regarde un petit extrait, on en discute juste après. Ok. Ça s'appelle l'écoterrorisme. Cela relève de l'écoterrorisme. Pour cette branche d'extrémistes verts, de Khmer verts, d'ayatollahs verts... C'est quoi l'étape d'après? C'est qu'on bloque des départs de jets qui transportent des organes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'au-delà du nom qu'on leur donne, c'est la cause qu'ils défendent qui est mise en danger. Paloma, qu'est-ce qui, selon toi, montre que l'État réprime de plus en plus les écologistes? Alors, il y a plein de niveaux différents. Je vais essayer de faire court. Déjà, il y a la question du langage. On l'a entendu là, de parler d'éco-terroristes, de Khmer vert. On sait que Matteo Salvini en Italie parle de terrorisme climatique. Donc c'est aussi un langage qui permet en fait aussi d'habituer la population à entendre en fait ce genre de propos et finalement à justifier des actes derrière de répression. Il y a la question de la législation en fait qui permet de réprimer les activistes écologiques. Par exemple au Royaume-Uni, en fait c'est un billet qui est passé en 2023 qui s'appelle le Public Order Act et qui en fait réprime très fortement toute manifestation publique, qui a permis notamment en fait de prononcer ces peines de prison ferme sur des militants écologistes, sachant en plus que le juge qui les a prononcés, qui s'appelle Christopher Eyre, avait par exemple permis à un officier de police qui a abusé sexuellement d'une femme qui avait trop bu et avait proposé de la ramener chez elle, eh bien il n'a eu que de la prison avec sursis. Donc en fait on voit qu'on a aussi des 2 poids 2 mesures qui sont absolument délirants quand on a de la prison ferme face aussi à, par exemple, des personnes comme Patrick Pouyanné qui reçoivent la Légion d'honneur en France. Donc il y a la question de la législation qui permet des choses. La loi séparatisme en France a permis, en fait, notamment de menacer de dissolution les soulèvements de la terre ou d'essayer de retirer des subventions à des associations écologistes. Il y a la judiciarisation, donc c'est en fait le fait de commencer le procès avant même qu'il ait commencé. Donc par exemple l'association de malfaiteurs, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc en gros c'est l'idée de dire en fait voilà, c'est une association de malfaiteurs qui s'est réunie en vue de commettre un délit ou un crime. Et donc en fait à partir de là, eh bien, on peut mettre sur écoute des militants. On peut les faire suivre, on peut les perquisitionner, on peut les interdire d'un territoire, on peut leur demander de ne pas se voir. Donc c'est des amis parfois qui pendant 2 ans n'ont pas le droit de se voir. Par exemple, ça c'est quelque chose qui a été énormément utilisé à Bure. Les militants qui luttent contre le nucléaire et notamment les déchets nucléaires qui sont enfouis à Bure, eh bien en fait ils ont vécu ça pendant des années, vraiment un matraquage juridique. Vraiment dans les personnes qui subissent le plus la répression, c'est les militants de Bure aujourd'hui. Et ensuite il y a la répression sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait à Sainte-Soline par exemple, eh bien le dispositif policier il a coûté 5 millions d'euros pour protéger une bassine qui en coûtait à peu près 4 millions et qui était en construction. Donc on se rend compte vraiment de l'absurdité et il y a eu une grenade toutes les 30 secondes. Il y a eu plus de 200 manifestants blessés, dont 40 graves. On a vu les images, c'est absolument délirant. Ils se sont même trompés dans le cortège, puisqu'ils ont attaqué le cortège familial, les policiers, et beaucoup de gens qui étaient à Sainte-Soline ont été traumatisés. Et moi, ça m'est arrivé
arrivé notamment sur, par exemple, le projet d'autoroute de la 69 entre Castres et Toulouse, de faire un reportage et de me retrouver sous des pluies de grenades lacrymogènes, de grenades explosives, un dimanche après-midi, alors qu'on pensait que c'était terminé parce qu'il n'y avait plus d'action. Donc en fait, c'est ça aussi. Et d'une certaine manière, tout ça participe finalement à dissuader les militants de s'exprimer, de mener des actions. Et cette répression sur le terrain, c'est aussi une énorme violence parce qu'on a peur finalement d'aller manifester. Et maintenant, il y a des personnes qui veulent aller en famille manifester, qui veulent aller sur des actions, qui n'osent plus y aller parce qu'elles se disent, en fait, moi, je ne peux pas exposer mes enfants ou moi-même à une grenade explosive, à de la lacrymo. En fait, c'est pas possible. Donc, finalement, tout ça cumulé, c'est une atteinte à notre démocratie aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue environnemental. Plutôt que d'écouter le message des militants écologistes qui essaient de faire en sorte que notre planète reste habitable, qu'il y ait des politiques qui soient mises en place ou d'arrêter des projets polluants, eh bien en fait, on fait en sorte de les faire taire par tous les moyens possibles et imaginables. En septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par des militants écologistes qui avaient été condamnés parce qu'ils avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron. Oui. Vous vous souvenez, dans des mairies. La Cour de cassation a refusé un argument de la défense qui était l'argument de la nécessité écologique. Marine, tu peux nous en parler? Je crois que dans votre association, vous faites la promotion de cet outil-là. Alors, pas spécifiquement, mais en fait, ça rejoint aussi d'autres formes d'action. Récemment, on a eu aussi une jurisprudence sur l'expression, la libre expression dans les formes de lutte, en fait, écologistes. En fait, c'est un peu ce qu'a dit Paloma, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réponse qui n'est pas proportionnelle. Non seulement parce que, en fait, d'une part, malheureusement, le droit, c'est censé, d'habitude, garantir un équilibre dans le rapport de force entre les citoyens, l'État, les forces d'application de la loi, le juge, etc. Et puis là, en fait, on a un droit qui se retourne contre les citoyens, qui se retourne contre l'intérêt général, et où, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Par quels moyens on peut encore s'exprimer? Par quels moyens on a encore la liberté de se mobiliser, etc. Et donc, c'est très aléatoire, en vérité, la réponse du juge. On a des fois des victoires, des fois des défaites. Il y a encore, en fait, selon, je pense aussi, bien les positions politiques des juges, une jurisprudence qui n'est pas faite sur ces questions-là et qui évolue en permanence. On a, sur les soulèvements de la Terre ou d'autres, des réponses qui ne sont absolument pas unanimes. Et donc, c'est ça aussi je dirais un peu la force et la faiblesse de la loi. Parce que aujourd'hui, le juge répond aussi un peu avec ses convictions, à la fois à un état de nécessité. Bah oui, il y a des gens qui se mobilisent. Pour certains, c'est plus qu'une question de droit de se mobiliser. D'ailleurs, c'est vraiment une réponse du cœur, un besoin essentiel d'aller faire quelque chose, quel qu'il soit. Je dis que comme jeter de la soupe sur une vitre ou bloquer une autoroute, les gens ont besoin de faire quelque chose pour juste pas péter les plombs face à l'urgence. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des juges qui comprennent ça. Et des fois, on a des jurisprudences du coup très clémentes, voire même qui vont en avant en disant mais en fait, c'est un droit qui est presque un droit d'autodéfense par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, là où il y a d'autres juges qui comprennent rien et qui balayent ces arguments et qui mettent des peines extrêmement élevées, notamment des sanctions financières qui sont totalement disproportionnées parfois. Et c'est nécessité par rapport à la situation aussi. En gros, il y a des juges qui considèrent que la situation est tellement grave que ces gens ont raison de se mobiliser. Que c'est légitime. Et ça, il y a des jugements qui vont dans ce sens-là. Oui, heureusement, il y a eu quand même des relax. Alors bon, c'est un stress quand même pour les personnes qui sont accusées, qui sont qui sont placées en GAV, etc. Mais des fois, on tombe sur quand même des juges qui sont plus cléments que d'autres. Mais comme je disais, mais quand tu dis, en fait, c'est un peu la loterie, quoi. C'est vrai que ça dépend sur quel juge tu vas tomber. C'est un peu. C'est un peu discutable. Ce qui est intéressant aussi en France, c'est que souvent, en fait, il y a des co-auteurs, co-autrices du GIEC, des climatologues qui sont invités à témoigner à des procès. Ça a été le cas notamment sur un procès d'Extinction Rebellion, qui venait témoigner de l'urgence de la situation en disant, en fait, voilà, là, il y avait une nécessité à agir et c'est une nécessité d'alerter là-dessus. Et en fait, par exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni ou parfois dans d'autres pays, c'est que certains juges disent, vous n'avez pas le droit d'évoquer le climat dans votre défense. Donc, en fait, on se retrouve avec des militants, des activistes climat qui ont bloqué une autoroute ou autre pour justement parler de ces sujets-là. Donc, par exemple, Just Stop Oil en Grande-Bretagne, c'était vraiment pour arrêter le financement des énergies fossiles et qui ne peuvent pas en parler. Et donc, c'est aussi une manière d'arrêter la liberté d'expression. Et c'est ce que rappellent beaucoup d'avocats et de juristes, c'est qu'en fait, la liberté de manifester, la liberté d'expression, elle est garantie par la Cour européenne des droits de l'homme. Et tous ces jugements-là, en fait, sont des atteintes à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. On l'a vu dans l'extrait qu'on a diffusé tout à l'heure de ton reportage, Paloma, la question d'éco-terrorisme. Est-ce que ça existe, l'éco-terrorisme, ou est-ce que c'est un fantasme ?
Non, c'est un Cyril. fantasme. Le terrorisme, c'est fait pour terroriser. C'est ça le but. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens sont vraiment terrifiants? C'est-à-dire des gens qui viennent en famille avec leurs enfants sur les épaules pour pas qu'on construise des autoroutes, pour pas qu'on coupe des arbres, pour pas qu'on fasse des grandes bassines qui transforment en fait de l'eau vivante et fraîche en de l'eau chaude et sale à la surface. C'est pas très terrifiant. Et puis c'est des gens qui, la plupart du temps, en plus, sont non violents. C'est-à-dire que même les actes qui sont qualifiés d'écoterrorisme, c'est souvent des actes de ce que les soulèvements de la terre appellent du désarmement, qu'on pourrait appeler de vandalisme. C'est-à-dire que là aussi, c'est très intéressant de se dire qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui est pas violent. Est-ce que c'est violent, finalement, d'essayer d'aller sur un chantier pour empêcher de construire une autoroute, ou est-ce que c'est violent de continuer à faire des autoroutes pour qu'il y ait des dizaines de milliers de voitures qui continuent à émettre des milliers de tonnes de CO2 qui vont provoquer ce qu'on a vu, par exemple, en Espagne hier. Ça, c'est d'une violence inouïe. C'était quoi en Espagne hier, Cyril? Alors, hier, on a vu, pour ceux qui n'ont pas suivi, à Valence et dans toute la région de Valence, il y a eu des inondations, enfin, il y a eu des pluies torrentielles qui ont donné lieu à des inondations catastrophiques. Il y a eu plus de 100 morts. Et les images sont bouleversantes. C'est-à-dire qu'on voit des torrents qui emportent des voitures, qui emportent des gens, qui emportent des parties de maisons, et des spectacles de désolation ensuite, avec on se croirait dans une décharge de voitures avec des carcasses les unes sur les autres. C'est d'une violence inouïe. Et en fait, On est à près de 150 morts, là. Toute la question, elle est là. C'est-à-dire que c'est ce qu'évoquait Paloma et ce qu'évoquait Marine. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire de la désobéissance civile? C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous trouvez dans une situation de vie ou de mort, il y a quelqu'un qui vous fonce dessus avec un couteau, vous allez essayer de désarmer la personne, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas vous faire du mal. Là, ce que ces militantes et ces militants disent, c'est toutes ces structures qui, aujourd'hui, construisent des autoroutes, construisent des aéroports, construisent des pipelines, veulent aller forer, veulent faire des mines de charbon, ce sont des gens qui mettent nos vies en danger, qui mettent en danger des millions de personnes, aujourd'hui et dans les années qui viennent. Donc, on pense que notre responsabilité, c'est de les désarmer aujourd'hui, de les empêcher de nuire. Sauf que la loi, pour le moment, considère que ces personnes-là sont en infraction. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec Rosa Parks, ce qu'on aurait pu évoquer pour l'esclavage ou pour tout un tas de sujets. C'est-à-dire que quand on considère que la loi est injuste, c'est Thoreau qui a écrit ce petit bouquin qui s'appelle La désobéissance civile. Quand on considère que la loi est injuste, Thoreau disait que c'était de notre responsabilité de désobéir à la loi pour qu'elle devienne juste, pour faire en sorte qu'elle devienne juste. Là, c'est ce que ces militantes et ces militants essayent de faire, et c'est ce que justement le pouvoir en place essaie de les empêcher de faire, en les intimidant le plus possible, pour maintenir le statu quo, et pour que finalement cette activité économique puisse continuer comme d'habitude. Et donc là, on est dans une situation où, théoriquement, la population, si elle se rendait compte de cette situation de façon générale, devrait soutenir ces militantes et ces militants, et devrait se mobiliser à chaque fois que des gens vont en prison ou sont menacés d'y aller pour ces raisons-là. Marine, est-ce que tu crains un durcissement encore de la législation avec les propos tenus par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui est quand même chargé de la sécurité? Très clairement. Moi, je pense qu'on va aller vers un durcissement. Et puis, je pense qu'en France, on est au tout début de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut imaginer encore arriver. Parce que, justement, avec tout ce vocabulaire qui s'est créé, l'écoterrorisme, les Khmers verts, etc., en fait, on distord la réalité. C'est-à-dire que là où le droit pénal, donc les questions de criminalité, est censé normalement être le reflet de ce qui est moralement acceptable dans notre société. Le droit pénal, c'est ce qui définit les lignes rouges, au-delà desquelles, justement, on ne peut pas aller parce que ça porte atteinte à la sécurité de l'État. Là, les écolos deviennent l'atteinte à la sécurité de l'État. Et donc, on inverse la réalité et on criminalise les actions qui sont en protection de l'intérêt public, et au contraire, on légalise les actions qui sont répressives, c'est-à-dire, voire on banalise les violences qui sont exercées contre ceux qui protègent l'intérêt général. On peut parler de la mise sous silence des attaques de l'Office français de la biodiversité par les agriculteurs, et de tout un tas d'autres violences. On a des mobilisations là en Guyane, des orpailleurs légaux qui emmurent la préfecture de Guyane en disant, alors qu'ils sont multirécidivistes, qui détruisent la forêt amazonienne, en disant oui, on veut pouvoir bosser tranquillement sans se faire emmerder par ceux qui nous demandent d'appliquer les lois de protection de l'environnement. Et en fait, on a un droit qui protège les sociopathes qui détruisent le vivant.
Donc là, on est vraiment dans un rapport de force orwellien qui fait que ceux qui disent justement plus de droits, c'est moins de droits, ou moins de droits, c'est plus de droits, finissent par avoir raison. Et c'est le jeu des médias, et c'est le jeu d'une culture de masse qui fait que justement, il ne faut pas critiquer. Et on fait peur aux gens et on attire les gens vers cette peur complètement irrationnelle du vert, de l'écolo et du Khmer vert qui serait contre l'intérêt général. Et juste, je rajoute un tout petit mot là-dessus. C'est Sébastien Mabille, qui est aussi avocat spécialisé dans l'environnement, qui le pointait récemment dans Télérama. Il disait, finalement, le paradoxe, c'est que on va dire que ceux qui font des ZAD pour empêcher qu'on construise des autoroutes, c'est ceux qui sont contre la loi. Sauf qu'on s'est rendu compte, dans certaines affaires, notamment il y avait une affaire de contournement autoroutier de Strasbourg, que il y avait des militants qui avaient occupé le chantier, qui s'étaient fait déloger en disant « Bon, écoutez, vous êtes hors la loi, partez d'ici ». Sauf que le recours que ces militants avaient porté auprès du tribunal pour dire « Nous, on pense que ce contournement autoroutier ne respecte pas la loi parce que ça va détruire des zones humides, parce que ça va faire disparaître des espèces protégées, parce que ça va créer justement des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas compatibles avec les accords de Paris », ça a finalement été instruit par le tribunal qui, 3 ans plus tard, a dit « Oui, effectivement, ce contournement autoroutier était hors la loi, sauf qu'il était déjà construit ». Donc ce que Sébastien Mabille... Je croyais qu'il y avait un happy ending. Mais non. Et donc ce que Sébastien Mabille disait, c'est d'une certaine manière, ceux qui sont en train de faire des ZAD aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui permettent à la loi de pouvoir s'appliquer pour de vrai, c'est-à-dire qui permettent à la justice de faire son travail dans le temps, d'étudier vraiment le dossier et de regarder si vraiment on a le droit de continuer à construire ces autoroutes. Ça arrive tous les jours. C'est passé avec Notre-Dame-des-Landes notamment. Mais en Guyane, on l'a vécu. Hein. On a gagné contre Total 3 ans après que les bateaux de forage soient partis. La justice, en fait, il faut avoir en tête que le juge, on dit souvent, le juge, c'est l'homme du passé. Parce que le juge juge pour ce qui est déjà là et il juge beaucoup plus tard. Or, nous, les militants, on est là pour justement faire obstacle à la destruction du vivant tout de suite. Et donc, en fait, dans beaucoup de situations, l'État sait pertinemment qu'il est dans une situation d'illégalité. Mais il donne quand même des permis, des autorisations, parce qu'il compte sur le fait que les associations n'aient pas assez de moyens pour aller en justice, soit qu'elles n'aient plus la force, parce qu'elles doivent attaquer sous tous les fronts. Et puis il sait pertinemment que le temps que le juge statue sur une affaire, potentiellement que le mal sera fait, il n'y aura plus rien à réparer. Ouais. Les amis, pour celles et ceux qui vous ont écouté là depuis le début de ce Before et qui ont envie d'en savoir plus et de vous retrouver, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est le moment où vous faites votre promo, en fait. Eh bien, moi, j'ai fait plusieurs reportages pour Blast. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Blast, notamment un reportage sur la désobéissance civile, parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi la désobéissance civile est un dernier recours, en quelque sorte, pour beaucoup de militants, parce que tous les autres moyens ont été épuisés et qu'ils n'ont pas été écoutés et que l'inaction climatique perdure. Un reportage sur la criminalisation des militants écologistes. Et vous pouvez aussi regarder un entretien que j'avais fait avec Michel Forst, qui est rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement et qui est très, très inquiet de la situation en ce moment. Marine, où est-ce qu'on te retrouve ? Autopromo, moi j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Décoloniser le droit et qui revient sur les luttes autochtones en Guyane qui sont aussi un vrai symbole des luttes de ceux qui protègent le vivant. Je suis revenue sur Montagne d'Or, sur Total, les forages pétroliers en Guyane et j'explique dans ce bouquin les liens qu'il y a vraiment entre le droit, un droit colonial, un droit d'oppression et le droit de l'environnement et pourquoi reconnaître les droits de la nature et protéger donc les droits des gardiens, ceux qui s'engagent pour défendre le vivant. C'est un combat gagnant pour tout le monde, pour nos droits humains, pour les droits du vivant en général. Et puis, on peut retrouver toutes les actions qu'on mène avec Wild Legal sur notre site, c'est wildlegal.eu, et on fait notamment des procès simulés où on permet aux étudiants en droit de s'engager aux côtés d'associations. Et là, cette année, c'est avec Longitude 181, une association qui protège la vie marine. Et on travaille sur un recours contre l'État français pour sa politique d'abattage des requins à La Réunion. Super, les merci beaucoup inscriptions Marine. seront ouvertes jusqu'au 31 décembre pour les étudiants en droit qui nous écoutent. Trop cool, wildlegal.fr. EU, pardon. Cyril, où est-ce qu'on te retrouve ? Vous pouvez regarder mes films, si vous voulez. Vous pouvez les voir demain, vous pouvez les voir Animal, c'est en VOD. Vous pouvez voir la série qu'on a fait effectivement, qui s'appelle Un monde nouveau avec Thierry Robert, qui est sur Arte, qui est gratuite en plus, en 3 épisodes. J'ai écrit des livres. Peut-être que le plus intéressant par rapport à ce dont on se parlait, c'est le petit manuel de résistance contemporaine, c'est-à-dire comment organiser cette résistance, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Et puis j'ai une chronique sur France Inter qui s'appelle la lutte enchantée dans la Terre au carré, tous les mercredis à 14h45 ou en podcast, qui est une sorte justement de stratégie sur comment lutter.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ce Before de Backseat nous parler de ce sujet passionnant.